à Isabelle et à Denise et à Laurent pour m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me passionne toujours. Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à une grande féministe marxiste qui est décédée le 4 novembre. Je parle de Hélène Safa, qui est une féministe et anthropologue américaine, mais qui a travaillé beaucoup en Amérique latine, qui a écrit beaucoup sur des questions de genre, de race, de développement, de pauvreté, qui a écrit également sur des femmes dans les mouvements sociaux en Amérique latine, au Brésil. Alors je crois que ça se passe en inaperçu. C'était vraiment une grande anthropologue, une grande artiste féministe. On n'est pas beaucoup. Alors, et elle va nous manquer beaucoup. Voilà, alors comme Isabelle a dit, ça fait à peu près 25 ans que je travaille sur les mouvements sociaux au Brésil. Ça fait presque exactement 20 ans que j'ai mis des pieds pour la première fois dans une bidonville. Je me rappelle parce que c'était mon anniversaire en 93, et mon anniversaire était hier. Alors le temps passe vite, mais c'est un sujet qui me passionne toujours, qui me surprend toujours. Et aujourd'hui, je vais parler des mouvements populaires, urbains, mouvements d'habitation et des femmes au Brésil. C'est un sujet qui m'a surpris. C'est pour cette raison que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et ça m'a surpris aussi parce qu'il n'y a pas grand monde qui a écrit sur ce sujet. Alors, je vais diviser la présentation en 3 parties. Je comprends bien, j'ai 20 minutes, 20 minutes, ouais. Puis j'ai déjà utilisé 5 minutes. Okay, d'abord, la division sexuée qui est présente dans la production de la ville. Je vais parler pas beaucoup de ça. Mais c'est une question de le fait que les femmes habitent les villes différemment que les hommes. Et c'est quelque chose qu'on n'aperçoit pas beaucoup. Et puis même les urbanistes, enfin, les géographes, ça a pris vraiment des années qu'on se rend compte de ça. Au Brésil, je dirais parce que la structure de la famille a commencé à changer radicalement dans les années 90. On trouve beaucoup plus de femmes monoparentales, des femmes chefs de famille, qui fait qu'elles sont responsables enfin, à la fois pour la production et la reproduction, c'est-à-dire pour gagner enfin, un salaire pour supporter des dépendants, et puis ça peut être des enfants, comme ça peut être des gens âgés aussi. Et ça pose des questions par rapport, questions de sécurité, questions de transport, sécurité qu'on a vu dans les villes comme Inde où il y en avait des violences sexuelles, des violences très fortes et très récurrentes contre les femmes. Au Brésil, je dirais, c'est pas différent. Si on est une femme, on doit prendre le transport en commun pendant 2 heures tous les jours là. On est l'objet des agressions sexuelles, parce que dans les transports en commun, c'est complètement bondé, il n'y a pas d'espace personnel. Et alors, c'est des questions comme ça, questions de transport, questions de sécurité, questions d'habitation, questions d'avoir un logement digne. Ça devient vraiment important, là, parce que du coup, c'est la femme qui est responsable pour ça. Alors, c'est les choses qu'on commence à se pencher, les questions qu'on commence à se pencher là-dessus. Très récemment, je parle de 10 ans, 15 ans à peine. Alors, dans tout ça, au Brésil, ce que j'étudie, c'est le mouvement populaire d'habitation. Je dis populaire, on ne dit pas très souvent ça populaire au Québec, parce que ça représente des gens, des travailleurs, des travailleuses, des milieux, de bas revenus. Et surtout dans le mouvement que je vais vous présenter, on trouvait des gens, même des sans-toit, des itinérants, des femmes itinérants, des familles itinérantes. Ça représente vraiment des populations démunies. Et le mouvement est censé de le représenter leurs intérêts. Quand on voit qui sont les leaders de ces mouvements-là, ce sont vraiment des gens qui, à une époque, n'avaient pas accès à un logement abordable. Alors, c'est un mouvement qui travaille dans la perspective de droit de logement et droit à la ville, qui a commencé dans les années 70. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Brésil, les années 70, c'était des années assez bouleversantes pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a eu des migrations, on parle de migrations massives, on parle de centaines de millions de personnes qui se sont déplacées, des campagnes, des mondes ruraux vers des villes. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça donne dans un espace de temps. Nous, ici, ça nous a pris genre 50 ans. Mais au Brésil, on fait en 10 ans, une dizaine, quinzaine d'années.
Et même quand je faisais en 93, quand je faisais mes recherches dans les bidonvilles, même les gens dans les bidonvilles disaient, d'un coup, il y avait plein de monde. C'est vraiment d'un coup, il y avait des gens construisaient des maisons partout là-bas, même pour ceux en ville, celles en ville. C'était enfin incroyable. C'était tellement étonnant de voir tellement de gens qui s'installent. Alors, c'est une migration. D'abord, les gens sont venus pour le travail, enfin, parce que, et pour une meilleure vie. Et normalement, enfin, on suivait des familiaux, enfin, on suivait des gens qui sont déjà arrivés, on s'installait chez eux, et puis jusqu'à temps qu'on trouve un logement. Alors, il y a ce contexte de migration massive et des villes, des gouvernements qui n'étaient pas prêts pour ça. Ils voulaient des travailleurs. Ils voulaient des travailleurs, mais question de logement, question de transport, question de sanitation et urbanisation, c'était comme, non, on n'était pas prêt pour ça, on n'était pas préoccupé. L'idée des gouvernements à l'époque, c'était le marché va s'occuper de tout ça. On n'a pas grand-chose à faire parce que c'est le marché, c'est l'offre et la demande qui va régler tout problème d'habitation, de logement. Bon, ce n'était pas le cas, c'est pour ça que, enfin, à la fin, il y a ça crée toutes sortes de problèmes très différents ici, parce qu'ici, enfin, on vend une maison, puis on a tous les papiers, on va chez les notaires, etc. Là-bas, question de propriété, c'est pas aussi clair et net qu'ici. Il y a vraiment beaucoup de zones grises, dans le sens qu'on peut acheter une propriété et la propriété peut être complètement en irrégularité totale. Et ce qu'on trouvait dans les années 80, on trouvait qu'il y avait genre 70% enfin, des propriétés dans la ville de São Paulo étaient en état d'irrégularité. 70%. Ouais. Alors, et puis on ne peut pas vendre, c'est-à-dire que légalement, on ne peut pas vendre si c'est en irrégularité pour toutes sortes de raisons, parce que les papiers n'étaient pas très clairs qui étaient les propriétaires. Question de zonage, de taille de notice. Alors, il y avait tout un mouvement pour régulariser ce qu'on appelait à l'époque les lotissements clandestins, les lotissements clandestins. Mais comme je dis, et puis on parlait de São Paulo, ville clandestine, parce que quand on a 60-70% des lotissements qui sont clandestins, c'est pas mal. Alors, il y a ce problème, puis on trouve au début des années 80, enfin, des bidonvilles, l'expansion des bidonvilles, parce que les gens, simplement, ils n'ont pas, il n'y a plus où acheter un lotissement, légal ou illégal. Alors, on commence à s'installer dans des bidonvilles. S'installer dans les bidonvilles, c'était aussi, des fois, des fois, les travailleurs pensaient acheter une lot dans le bidonville, mais enfin, ceux à qui ils ont acheté, ils n'étaient pas le propriétaire, le vrai propriétaire. On s'est fait avoir. Et c'était moi, quand je faisais mes recherches, j'ai entendu toutes sortes d'histoires des gens qui ont acheté. Ils ont payé, là, 5 000 pièces. Et puis, d'un coup, 2-3 mois plus tard, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. J'ai dit, où est mon loyer? Voyons, j'ai acheté. Mais non, c'est moi le propriétaire. Voilà, mes documents, vous me devez le loyer. Alors, enfin, vraiment, des gens travailleurs, déjà pauvres, déjà qui travaillent beaucoup. Enfin, on a connaissance, mais les gens travaillaient au Brésil jusqu'à très peu de temps. La semaine, c'était 60 heures. Et les gens travaillaient beaucoup. Et puis, ils se sont fait avoir. Alors, le logement, ça devient un problème. Et puis, il y a ces questions-là. Il y a des questions d'urbanisation, les questions qu'on veut avoir un logement, il y a l'eau courant, il y a l'électricité, il y a une urbanisation, il y a le transport en commun. Alors, ce mouvement va travailler sur toutes ces questions-là. Des années 70, on va travailler surtout au niveau très micro, c'est-à-dire dans chaque quartier, chaque bidonville, on va travailler à la pièce ces problèmes-là. Dans les années 80, on commence à penser qu'il ne faut pas continuer à travailler ça à la pièce. Il faut des politiques publiques urbaines. Il faut que ce soit des politiques urbaines universelles, c'est-à-dire que, enfin, que tout le monde a le droit à logement, urbanisation, l'eau courante, l'électricité a une taux, enfin, on peut dire accessible aussi. Alors, on commence à travailler, à parler de réforme urbaine dans les années 90. Et encore une fois, tout ça dans un contexte de migration, mais aussi dans un contexte de démocratisation, parce que jusqu'à 85, le Brésil était sous une dictature militaire, pas complètement, parce qu'on pouvait élire des conseils municipaux et des maires, il y avait des élections au niveau municipal. Mais, enfin, toutes ces questions sont politisées. Il y a vraiment un espoir qu'une fois qu'on a des gouvernements démocratiquement élus, on aura plus de facilité à régler ces problèmes de production et reproduction à la ville. Ça n'a pas tout à fait marché comme on voulait, mais quand même, il y a eu
enfin des avances assez importantes. Alors, ce mouvement commence à parler de réforme urbaine, commence aussi à s'institutionnaliser, à se professionnaliser. Comme je disais, ce sont des gens de milieux très humbles. Et puis même aujourd'hui, quand je participe à leurs réunions, il y a la majorité de gens qui sont de cours français, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Enfin, c'est des gens de milieux populaires, mais ils commencent à se professionnaliser. Il y en a beaucoup qui sont revenus, qui sont allés à l'école pour étudier le droit, enfin, l'urbanisme, etc. Et même si on a eu pas mal d'avancées, surtout au début des années 80, le gouvernement de Louisa Erundina a construit 40 000 unités de logement social. Même si on a eu beaucoup d'avancées, dans les années 90, on commence à avoir d'autres problèmes, surtout par rapport au centre-ville de São Paulo, où il y en a beaucoup de taudis. J'aurais aimé avoir des photos, là, parce que c'est très intéressant. J'adore le centre-ville de São Paulo, malgré l'existence des taudis. Mais il y en a beaucoup de taudis, et enfin, différemment que des bidonvilles où on est illégal de toute façon, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de loyer. Dans les taudis, on paye. Il y a eu des temps très difficiles économiquement, des problèmes assez difficiles vers la fin des années 90. Le taux de chômage, c'était 25%. Il y avait 50% de la population qui travaillait informel, c'est-à-dire que on gagnait très peu. Les emplois étaient assez précaires, pas seulement le taux de chômage, mais quand on parlait avec les gens travaillaient 2-3 mois ici, puis c'était la fin de contrat, ils étaient mis à la porte, et puis d'un coup, il faut trouver un autre emploi, enfin, pour payer ses factures, pour payer son loyer. Alors, il y a eu beaucoup d'habitants de taudis qui risquaient de se faire expulser. Et le mouvement, le groupe qui travaillait au centre-ville, le mouvement d'habitation, a décidé d'occuper des bâtiments abandonnés. Et puis, c'est une acte politique, on n'a pas n'importe quel, on n'a pas choisi n'importe quel. On a choisi, des bâtiments qui étaient presque publics, ou qui avaient des propriétaires, on peut dire, plus sensibles, à négocier, et très visibles. Alors, qu'est-ce que ça fait justement quand c'est au centre-ville? Il y a vraiment une plus grande visibilité. Par rapport à, dans les années 80, on occupait plutôt les terrains et en périphérie. C'est plus difficile pour les médias de se déplacer, d'être plus visible en périphérie, parce que São Paulo, périphérie, c'est genre 3 heures de transport en commun. C'est long, c'est long. Mais au centre-ville, il y en a beaucoup plus de visibilité. Alors, ces mouvements-là, ils ont deux buts. Un, trouver pour ces familles où habiter, ils ne sont pas là. Et deux, dénoncer le fait qu'il y en a littéralement des centaines, sinon des milliers de bâtiments abandonnés, vides au centre-ville. Alors, vraiment de mettre le point sur cette contradiction-là. Et ça marchait de deux façons. Il y a une grande visibilité dans le média et qui était assez sympathique envers les habitants de taudis. Au centre-ville, ça crée une option pour les habitants de taudis. Et il y en a beaucoup des gens, des taudis qui se sont regroupés, qui ont trouvé ça comme une option assez attrayante. Et qui même disaient qu'ils voulaient occuper plus. Là. Ils étaient prêts à occuper plus. Ils disaient même aux leaders, il y a un bâtiment vide là et là. Et c'est à ce point-là, surtout vers 2000, c'est le moment qui a dû freiner les occupations pour des raisons politiques. Là. Mais sinon, c'était vraiment la base, vous voulez occuper plus. Alors, il y a eu ces occupations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on trouve dans les leaders de ces occupations-là, principalement des femmes, des leaders femmes. Et il y a toujours eu beaucoup de femmes dans les mouvements sociaux au Brésil. Je dirais, ça peut aller de 60 à 80% des femmes. Et dans le mouvement d'habitation aujourd'hui, quand on va aux réunions, quand on assiste aux réunions, là on voit que c'est un public, principalement féminin. Alors, il y a toujours à la base, mais il n'y a jamais eu une majorité dans le leadership. Et c'est là qu'on trouve beaucoup, de femmes. Sinon, à un certain moment, il y avait presque que des femmes leaders. Mais on trouve aussi des jeunes, on trouve aussi des homosexuels. Alors, je me suis dit, mais pourquoi d'un coup, on trouve des femmes au leadership? Pourquoi on n'a pas trouvé ça avant? Alors,
bon, il devrait y avoir des raisons exogènes et endogènes. Par rapport aux raisons exogènes, on trouve beaucoup de plus de femmes monoparentales ou chefs de famille. Et puis même aujourd'hui au Brésil, il y a une statistique qui disait à São Paulo, parmi des foyers pauvres, c'est 40% minimum, 40% des femmes chefs de famille. C'est ça, 40% des femmes chefs de famille, mais également monoparentales. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors le fait que, mais il y a un côté très positif aussi, dans le sens que entre ces femmes chefs de famille comme leaders de ce mouvement-là, une des raisons qu'on a parlé avec ces femmes-là, c'était qu'elles ont une certaine liberté. Parce que des femmes qui sont mariées, elles peuvent participer au mouvement, mais c'est très difficile qu'elles assument le leadership parce que normalement le mari ne veut pas. Mais où est-ce que tu vas? Tu vas faire quoi? Tu vas rentrer quand? Tu vas te réunir avec qui? On ne veut pas laisser la liberté aux femmes de sortir, se projeter. Moi, j'ai organisé un séminaire, des acteurs de la société civile, avec une de ces leaders, je pense que c'était en 2002, et son chum l'appelait tout le temps. Il l'appelait tous les jours, puis c'était une autre vie, là. Il faut lui dire, on rentre, il faut que tu rentres, on a des problèmes. Alors, il y en a pour les femmes mariées, il y a ces contraintes que c'est très difficile de se libérer, de se détacher de son couple, de sa famille, pour participer plus activement, prendre un rôle plus actif, au sein du mouvement. Il y a eu ça, puis il y en a d'autres études, il y en a une excellente étude sur les femmes dans le mouvement rural, où Rubens, je pense que c'est Rubens, qui a décrit ça, c'est la vérité anthropologique, qui décrit comment c'était difficile pour les femmes de sortir de la maison et participer aux réunions et puis il fallait qu'elles trouvent toutes sortes de stratégies, pour qu'elles puissent sortir. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que, comme je disais, le mouvement s'est professionnalisé, s'est institutionnalisé, et pour des leaderships masculines, c'était beaucoup plus intéressant pour eux d'assumer un poste d'abord payant, c'est-à-dire avec un salaire, dans un cabinet d'une conseillère municipale ou d'une députée fédérale ou de l'État, ou quelque chose, dans un bureau où on a un salaire, où c'est bien, on est dans un bureau, on a un téléphone, on a une voiture, que d'organiser des occupations. Parce que c'est ce que je ne vais pas rentrer trop dans la question des occupations, mais ces occupations-là, des fois, c'était 500 000 personnes et des publics très déstructurés, là, si on veut, là, très difficiles. Et imaginez, s'occuper de 500 personnes, de 1000 personnes dans un bâtiment qui peut aller de 3 à 20 étages, c'est presque un travail, c'est faire le travail social. C'est vraiment, et même quand je faisais des entrevues avec ces femmes-là, ces leaders-là, j'ai tout leur téléphone cellulaire tremblé. J'avais 3 téléphones cellulaires. Elle me dit, ah bah oui, il y a un problème dans l'occupation. Parce qu'il y avait toutes sortes de problèmes, de drogue, de violence, de malentendus, des gens qui essayent de vendre leur place, il y a eu des cas de suicide, il y a eu des incendies aussi. Non, c'est ça. On comprend que c'est pas une tâche très achalante, pour une leader qui dit, est-ce que vous voulez ça, ou vous voulez, travailler au cabinet du conseiller municipal. C'est un no-brainer. Mais, ce qui est ironique, là, c'est que sans ce genre d'occupation, c'est ça qui donne la force au mouvement. C'est ça qui fait que les élus vont écouter le mouvement. Ouais. Sans ça, le mouvement n'a aucun pouvoir d'influence. C'est ça qui est plus ironique. Sans le travail de base de ces femmes qui vont organiser, mobiliser, tous les jours. Et puis en plus, pour les occupations, ça peut être très dangereux. La police est là, ça peut être très violent. Il faut beaucoup de courage. Pour l'organiser, et on organise ça, il faut louer un autobus, là, parce que souvent c'est pour les 500 familles, là, c'est 500 personnes. Puis on fait ça la nuit, j'en ai participé à un, j'en ai il y a 2 ans, c'est quelque chose. Souvent il fait froid, l'hiver il fait froid, c'est quelque chose. Alors, comme je disais, pour les leaderships plus établis masculins, c'était pas très intéressant de faire ça. Il y avait une vide à la base du mouvement. Là. Et puis il faut dire que
depuis les années 90, on parlait de le mouvement ne se renouvelait pas. On avait vraiment très peur que le mouvement ne se renouvelle pas. Et puis, on voit maintenant que le renouvellement s'est passé parmi les femmes, parmi les homosexuels, parmi les jeunes. C'est eux qui ont renouvelé le mouvement à la base. Alors, c'est comme ça qu'on explique qu'il y a une ces femmes ont surgi comme des leaders de base. Alors, maintenant, je vais parler tout brièvement. Est-ce que toi, tu veux prendre le maître? Ok, super. Qu'est-ce que ça a contribué? Parce que comme je disais, la question de femmes et logement, c'était pas très au courant, pas très étudié. Et d'abord, c'était pas seulement le fait qu'il y avait ces femmes leaders. Il y avait d'autres acteurs de la société civile qui commençaient à s'intéresser, à prendre conscience de cette question d'analyse différenciée selon le sexe, des femmes en ville. Il y a eu d'abord la Marche mondiale des femmes, qui a commencé à São Paulo dans les années 2000 à peu près, qui a fait des liens. L'idée, c'était de renouveler le mouvement des femmes au Brésil et par la base, c'est-à-dire rejoindre ces mouvements, ces leaders femmes dans les différents mouvements populaires. Il y a aussi des ONG, des grands ONG qui commencent à se pencher sur la question des agences de coopération internationale qui travaillent beaucoup la question de genre de développement et qui commencent à poser des questions, qui commencent à dire qu'on aimerait organiser des séminaires, on a de l'argent parce que les agences de coopération ont toujours beaucoup d'argent. Alors on va organiser des séminaires avec les ONG, avec les mouvements, avec les élus, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour des politiques publiques de genre, en ce qui concerne la ville et le logement. Alors ça, c'était vraiment début des années 80, et puis il y en a eu plusieurs événements à Rio, à São Paulo, à Salvador, dans le nord-est. Et on commence à construire le paradigme femmes et habitation, et on commence aussi à avoir de l'influence sur des instances de gouvernance. D'abord, ça commence par le local. À São Paulo, ça a commencé en 2004. Le conseil municipal Nabil Bonduki, qui est du Parti des travailleurs, il a soumis un projet de loi qui priorise les femmes dans les programmes municipaux d'attribution de logements. Et aussi qui recommande l'adoption des mesures pour former la main-d'œuvre féminine et favoriser l'insertion des femmes dans le processus d'autogestion et d'organisation communautaire. Parce qu'à São Paulo, il y a tout un programme d'autogestion, d'autoconstruction des logements abordables. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un projet de, je ne sais pas, une trentaine ou cinquantaine d'unités de logement à une compagnie de construction, on va donner ça à la communauté qui va organiser le projet du début jusqu'à la fin, de la conception, du design, de logement, de la construction aussi. Et il faut dire que les femmes participent dans la construction autant que les hommes. Et en 1994, j'ai reçu des Français, on a visité une de ces chantiers de construction, et ils ne revenaient pas parce que les femmes travaillaient, qui portaient toutes les affaires autant que les hommes. Autant que les hommes. La seule différence, c'est que les femmes aussi sont aussi responsables pour la bouffe, et les hommes, ils ne touchent pas à ça du tout, là. Pour s'occuper des enfants, les hommes, non, ils ne touchent pas à ça. Alors, l'idée, c'était de favoriser, comme je disais, les femmes dans ces projets, de donner des ressources pour participer davantage dans ces projets-là. Il y a eu aussi le mouvement d'habitation, a aussi fait des démarches auprès du gouvernement de l'État de São Paulo pour créer des nouveaux critères, des nouveaux critères pour désigner la famille. Parce que pour la famille, c'était une couple mariée. Et en les années 2000, ça ne compte plus du tout là. Alors là, il fallait prendre compte des conjoints de fait, des familles éclatées, des familles en recomposition. Et on a demandé qu'ils reconnaissent le droit, au fond des droits d'être titulaires du logement au même titre que leur conjoint. Parce que pour le moment, on s'est rendu compte là, que quand le couple se sépare, le nom du logement, le titre du logement, c'est au nom du mari, de l'époux. Et c'est la femme qui quitte, normalement, avec les enfants. Et après ça, elle n'a plus le droit, quoi que ce soit le programme, elle doit commencer de zéro. Elle n'a plus le droit au crédit. Okay? Et c'est pour ça qu'on demandait que ça soit au moins dans le nom des deux, des deux conjoints.
au niveau, et ça, comme je dis, alors on voit que c'est allé au niveau municipal, au niveau de l'État, et puis au niveau national, c'était un peu plus lent. Même s'il y en a eu toutes sortes de mécanismes de gouvernance, au Brésil, il y a des conférences. Des conférences sont des espaces de consultation où le gouvernement va consulter la société civile, le marché, enfin différentes agences gouvernementales par rapport aux politiques publiques. C'est consultatif, mais ça peut être intéressant parce qu'on peut adopter certaines de ces recommandations. Alors, dans la conférence des politiques féminines, la première en 2004, on a justement recommandé d'accorder le titre de propriété au nom de la femme. On a parlé beaucoup de logement, mais plutôt au milieu rural. Parce que les femmes au milieu rural, 2004, étaient beaucoup plus organisées que les femmes en milieu urbain. Et c'est plus tard, à partir de 2008, que enfin, les femmes en milieu urbain commencent à s'organiser davantage. Alors, il y a aussi la conférence des villes où on n'a approuvé aucune résolution politique spécifique pour rencontrer les besoins et les intérêts des femmes jusqu'en 2006. Et c'est là qu'on a stipulé que la priorité doit être accordée aux femmes à faible revenu avec plusieurs personnes à charge ou à la femme quand la femme est responsable pour le foyer. Alors c'était beaucoup plus tard, et même si on a approuvé, il n'y avait aucun mécanisme, aucun suivi qui était fait. C'était plus tard, comme je disais, à partir de 2008, où on commence vraiment à discerner les titres de conjointement de propriété lors de l'attribution des nouveaux logements. Parce que, encore une fois, on reconnaissait que quand le couple se sépare, c'est la femme qui quitte la maison. Après ça, ça traîne des conséquences pour toute la famille et elle n'a plus d'accès au programme de logement ni au crédit. Alors, ce projet, c'était beaucoup plus tard, 2008. Parallèlement, on a adopté aussi une autre loi qui demande 10% des unités de logement construites par l'État doivent être destinées aux femmes victimes de violences conjugales ou à risque de violence. Ouais. Alors, ce sont quelques retombées de cette organisation. Encore une fois, ce n'est pas seulement les femmes dans ce mouvement, mais c'est aussi dans des ONG. C'est aussi une coalition enfin, de féministes, enfin, des ONG et des femmes dans ce mouvement-là. Dans ce mouvement-là, ce qu'on a fait aussi, c'était on a commencé à parler comment on peut avoir une leadership féminine plus égalitaire, pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau national. Et ça, c'était très très long. Maintenant, il y a des quotas, on vise la parité. On n'est pas encore arrivé, mais il y en a beaucoup plus de femmes au niveau national qui participent d'ailleurs dans ces conférences, qui participent dans le Conseil national d'habitation, parce que moi, ce sont ces femmes-là qui vont porter ces dossiers-là. Et je pense qu'en 2008 aussi, si je ne me trompe pas, il y a eu aussi un séminaire par le Conseil national des villes sur la question de genre et de race. Alors, on a avancé, pas tant qu'on voulait, mais pas mal. Je termine. Ouais. Alors, finalement, ce que ça démontre, c'est la nouvelle place des femmes dans le mouvement d'habitation, l'articulation de ces femmes-là, de ce mouvement-là avec d'autres acteurs de la société civile, notamment les ONG féministes et d'autres ONG qui travaillent avec la réforme urbaine. Il faut dire que ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas ces espaces de démocratie participative, s'il n'y avait pas les conseils, s'il n'y avait pas les conférences, ça n'aurait pas été possible. Le fait qu'il y en a une affinité entre le Parti des travailleurs qui est au pouvoir au niveau national et ces mouvements-là, ces acteurs de la société civile, ça va faciliter là, parce qu'il y a une certaine compréhension, on sait de quoi, on comprend l'importance. Il y a aussi, il faut dire que le mouvement féministe est très impliqué au sein du Parti des travailleurs, il y a un secteur des femmes au sein du Parti des travailleurs. Alors, ça aide aussi. Je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu la même influence si c'était un autre gouvernement, s'il n'y avait pas ces affinités-là. Alors, on voit, je souligne aussi que ces initiatives en vue de l'élaboration des politiques publiques proviennent d'abord en bas,
quand je parle en bas de la société civile, mais aussi le mouvement populaire. Ce n'est pas seulement des ONG, mais c'est des mouvements. Et aussi à l'échelon local. Ça a commencé à l'échelon local et puis ça a monté jusqu'au niveau national. Bon, et encore une fois, c'est l'affinité idéologique entre la société civile, les mouvements sociaux et le mouvement féministe et le gouvernement. Le gouvernement, quand je parle au gouvernement, je parle autant des élus que des exécutifs, est très important en fait,